le Tracker, cet avion de légende. À la base, c'était un avion de lutte anti-sous-marine, le Grumman S-2F. Après le vol du premier prototype le 15 avril 1952, l'avion entre en service opérationnel dans l'US Navy à partir de 1955. Voilà, donc pour moi, l'avion il est bon. Okay, donc moi j'ai fait tous les contrôles. Donc ça c'est la dernière chose que tu fais, c'est voilà, là je fais tous les contrôles pour la prise d'alerte. D'accord. Donc tout ce que je peux faire sans les moteurs tournants, ça veut dire que pour moi l'avion il est bon à ce moment-là et que là je peux partir en vol. Quand je vais partir en vol et quand je vais mettre en route, une fois que j'aurai mis en route, j'aurai encore d'autres tests à faire, mais ça je peux le faire qu'après la mise en route. Donc ça c'est indépendant de la prise d'alerte. Là je sais que mon avion il est bon pour la prise d'alerte. Donc le tracker, donc, comme je disais, hein, c'est une Jeep. C'est vraiment instrumentation à l'ancienne. Bon, maintenant on a rajouté un iPad pour ce qui est navigation avec la cartographie et tout. C'est comme un GPS en fin de compte, comme un GPS de voiture, hein, avec les zones avions et tout. Donc ça par contre ça nous donne un plus. Après c'est vraiment de l'instrumentation ancienne génération. Bon, nous ça nous va bien. Si on avait l'air des instruments plus modernes, ça serait bien. Mais on est capable de faire notre boulot avec ça, quoi, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est la gestion des moteurs. Ça, c'est la gestion de la puissance. Ça, c'est la gestion de l'arrivée du carburant. Okay. Hein, et ça, c'est la gestion des hélices. Donc c'est le calage des hélices. D'accord. Ça, c'est un truc. Il n'y a pas ça quand il y a des moteurs à action, par exemple. Ensuite, bon, ça, c'est pour entrer le train ou sortir le train d'atterrissage. Ensuite, bon, là, on a tout un tas d'instrumentation. Pour larguer, en fin de compte, c'est ce bouton rouge, là. C'est ce bouton rouge pour appuyer le largage. Et on le commande comment? On le commande par ce système ici. Donc là, on n'est pas armé. Par exemple, je vais l'armer. Voilà. Ça veut dire que le système, il est armé. Prêt à être largué. Voilà. Là, je choisis le nombre de soutes. Donc ça peut être 1, 2, 3, 4. Ou alors tout ensemble. Ou alors 2 par 2. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc ça c'est le choix. Après, c'est que mécanique. Alors là, je l'enlève pour pas faire de bêtises. Voilà, parce que là, si je largue là, j'ai 3 tonnes de retardant, ça va être rouge partout. Donc on va essayer d'éviter pour la vidéo. Et pour le parking et les mécanos. Donc c'est en fin de compte, c'est complètement mécanique. Ouais, il n'y a pas de... Là, je vais le mettre là, je vais envoyer l'impulsion, ça va dérouiller, les portes vont s'ouvrir. Là, sur le dash, par exemple, c'est un système qui est beaucoup plus élaboré. Électronique, peut-être. Voilà, qui est beaucoup plus élaboré, avec une ouverture des trappes qui va se faire plus ou moins vite, selon la longueur du largage qu'ils vont vouloir avoir. Nous, c'est très, très mécanique. Du coup, c'est peut-être un peu moins élaboré, mais l'avantage, c'est que ça tombe pratiquement jamais en panne. Pas en panne, ouais. Donc ça, c'est pour ça que c'est une Jeep, et ça, c'est le côté fiabilité de l'avion. Donc tout ça, c'est vraiment un petit peu à l'ancienne. Donc bon, pour le largage, c'est ça. Après, bon, là, on a tout le système des radios, entre guillemets, qui est ici. Et ici, on a tout ce qui est gestion des moteurs. Donc tous les instruments, entre les pressions d'huile, température d'huile, le régime, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ici, on a les voyants d'alarme.
Donc en fin de compte, tout ce qui est vert, ce sont les fonctionnements normaux de certains instruments ou certaines fonctions de l'avion. Quand c'est dans le orange, c'est pareil. Par contre, ce qui est dans le rouge, ça veut dire qu'on a une panne qui est importante, plus ou moins importante. La plus importante, par exemple ici, ça veut dire qu'il y a une détection feu sur le moteur gauche, Ah ouais. par exemple. Là, ça veut- Et donc, du coup, la réaction, ça va Ah être bah, quoi? il y a une procédure. Donc il y a une procédure en fonction du type de panne avec une checklist. C'est-à-dire que là, si par exemple on a le feu du moteur gauche, ça veut dire qu'il va falloir arrêter le moteur gauche et percuter par exemple les extincteurs. Là, par Ah, et les exemple, là, d'accord. extincteurs sont ici. Ah ouais. Après, on a tout un tas de types de panne. Ça peut être par exemple ici, en bas à gauche, Shell Fuel Press Low, ça veut dire qu'on est en bas niveau carburant à gauche, Ok. Ok. par exemple. Hein, ici, ça, le rouge, ça veut dire qu'on a par exemple la batterie gauche, ou la batterie 1, pardon, qui est en surchauffe. Et donc on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de pannes. Les pannes rouges, en fin de compte, nous obligent à avoir une réaction corrective rapide à faire. Parce que si on ne fait rien, ça veut dire que la situation peut très très vite se dégrader. Donc là, on a une procédure, on va dire, réflexe à faire. Là, c'est le carburant. Donc ça, c'est ce qui est dans l'aile, entre guillemets. Donc on a 1700 livres à droite. Et ça, on a 300 livres dans le bidon qui est sous l'aile, un bidon supplémentaire. Ce qu'on a vite. Et voilà, Celui-là. et pareil à gauche. Donc en gros, on a 4000 livres dans l'avion, ce qui nous fait à peu près 3 heures de vol. Hein, ce qui fait à peu près 3 heures de vol. Et après, on a donc 3 tonnes 3 de retardant. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, là, c'est tout ce qui est système de disjoncteur, hein, donc pour les différents systèmes utilisés dans l'avion. Le reste, après, c'est c'est de l'instrumentation anecdotique, on va dire, pour la vidéo. Et comment savoir quand larguer? Il y a quoi qui. Alors, on Parce a- que là, on voit pas par terre, enfin au sol. Sur aucun des, alors on voit devant, hein, sur aucun des avions, on a de système automatique. C'est-à-dire que c'est l'habitude, c'est l'entraînement, d'où l'intérêt d'avoir un entraînement important avant sur des cibles. C'est-à-dire qu'en fonction dont on arrive avec l'avion, la façon dont on voit la cible, etc., avec le relief, on sait quand déclencher le tir. D'accord, ok. Donc ça, c'est Ouais, c'est une. c'est pas, on est à 10 mètres près, mais on est quand même assez précis. Donc ça, par contre, on devient de plus en plus précis avec l'expérience et l'entraînement. Parce que là-dedans, on a des facteurs qui rentrent en compte, notamment un qui est important, c'est le vent. Ouais, Le d'accord. vent, par exemple, hier, on a largué sur un feu on avait 25 nœuds de vent, donc on avait quoi, 40-50 km/h de face, un peu comme là. Et en fin de compte, le retardant, il tombe de l'avion et il recule. Donc faut larguer. Donc il faut attendre. Voilà, Faut dépasser la cible pour c'est ça, larguer. pour corriger. Et comment reconnaître le vent quand on Le vole? vent avec les fumées. Ah ok, Par d'accord. Oui, exemple, bah oui. sur un feu, on Ouais. va voir la fumée, on va voir si elle est couchée, si elle monte droite, la direction à peu près. Donc Ok. on va arriver. Mais bon, ça, c'est quand même pas évident, même avec l'expérience. On peut arriver à se faire avoir, ou on corrige pas forcément suffisamment pour. Et donc il y a le retardant ou l'eau, hein, qui va plus ou moins voler et plus ou moins bien se poser parce qu'on est plus ou moins bien positionné. Donc ça, il faut vraiment le bosser en avance de phase. Et quelqu'un qui corrige par rapport au largage, non? Alors, Une fois que c'est largué, il y a comment on peut. C'est le pompier d'en bas. Alors si on est deux avions, en général le deuxième avion dit ben, ton retardant d'accord. il est parti là, il est parti là. Ok. Donc le deuxième avion va pouvoir corriger. Et quand on va revenir, en fin de compte, on Vous saura. prenez en qui compte corrige. la correction. Après, il y a aussi le pompier au sol qui peut dire bon ben le retardant il est parti là ou là. Ouais. Ça nous donne aussi, Ok. ça peut nous donner une correction. Mais c'est surtout entre avions qu'on va se donner. C'est une fois que c'est largué, personne peut. Voilà, c'est ça. Là, je vais éteindre les batteries parce que faut pas de les user. Voilà. Donc ça, c'est l'intérieur de l'avion entre guillemets qui est un peu générique, quoi. Voilà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé une grosse panne? Un Oui, gros ça- souci dans. Oui, ça. Alors, justement, cet avion, pour démystifier un petit peu, c'est un avion ancien, certes, c'est un avion où la structure, entre guillemets, est assez ancienne,
que c'est des avions qui sont des années 50, donc Et qui sont encore là. mais qui sont encore là, qui ont été entièrement refaits avant les années 80, puisque le premier avion a été livré en 82, mais qui a été entièrement refait, qui est arrivé neuf en 82. Bah, c'est vrai, même si la structure est ancienne, l'avion il a été retapé à neuf pratiquement. D'ailleurs, on refait la même chose maintenant aux États-Unis avec le nouveau Tracker. Ensuite, les moteurs sont des moteurs ultra performance, on appelle des PT6. Et les PT6, c'est peut-être, on ne va pas dire de bêtises, mais c'est peut-être 80% de la flotte aérienne qui a des avions de ce type de moteur. Après, ils sont un peu plus adaptés à notre travail parce qu'on a besoin d'une gestion qui est un peu différente qu'un avion de tourisme ou d'un avion de ligne. Okay. Mais ce sont quand même des moteurs hyper fiables. Ces pratiquité, c'est vraiment hyper fiable. Donc ces moteurs-là, moi j'ai eu une panne un jour sur un moteur en 21 ans. Donc, ah oui. donc voilà, les pannes de moteur, il y en a pas beaucoup. C'est pour ça que cet avion est très, il n'est pas plus dangereux qu'un autre, pas du tout, quoi. C'est un avion qui est hyper sécurisant. C'est tout, exactement. Après, il peut y avoir une panne de moteur. Oui. Après, qu'est-ce qui peut arriver d'autre? Il peut y avoir une panne hydraulique, il peut arriver une panne d'huile, mais bon, déjà, c'est pas souvent et c'est comme sur tous les avions. Voilà, les ailes vont pas se plier demain parce que c'est un vieil avion. Voilà, au contraire, on va dire que c'est des avions qui sont tellement. C'était un avion au départ qui était prévu pour apponter quand même. Ouais. Puisque c'est au tout départ de sa vie, c'était un avion de chasse anti-sous-marine. Oui, c'est pour ça que par exemple, les bulles qu'on voit dessous, parce qu'il balançait les grenades. Ok. Il va s'en lancer les grenades anti-sous-marine. Ça reste un bombardier, mais pas de grenade. Voilà, c'est ça. Donc c'est un avion, donc la structure en elle-même au départ a été faite pour quand même aller sur un porte-avion, donc c'est quand même pas rien. Quoi. C'est pas le petit avion de tourisme avec des ailes en papier. Oui, c'est clair. Pas les avions de tourisme, mais toi, c'est les avions qui sont costauds. Non, mais c'est vrai que c'est la question qu'on pouvait se poser parce que c'est vrai que dans les médias on entend c'est un vieux coucou, c'est un vieux avion. Oui, il faut trouver. Mais il y en a marre de dire n'importe quoi. Oui, parce que voilà, et moi ce que je me disais, et c'est pour ça que moi je sais comment ça se passe dans les casernes et pareil dans l'armée, parce que des fois ce qu'on voit à la télé, ce qu'on vit dans les casernes, c'est complètement différent. Et je me disais, ouais, là quand même les pilotes, autant les VAB en République centrafricaine, je peux comprendre, les arbres elles sont peut-être enrayées, on peut comprendre, mais là dans un avion. Non, puis encore une fois, il n'y a pas un pilote qui continuerait de voler, que ce soit la sécurité civile ou l'armée, dans un avion qui est dangereux. Maintenant, c'est complètement hors de question. Il y a eu beaucoup de progression. C'est vrai qu'à une époque, ça a été l'horreur. Je ne sais pas combien on perdait de pilotes par an, une douzaine qui se tuaient. Maintenant, il y en a peut-être un par an et encore, ou deux tous les 2 ans. L'armée de l'air en général. Ouais, dans l'aviation chasse, ouais. Ça arrive, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément de progrès, pas tant sur les avions, parce que les avions sont presque les mêmes, sur la façon dont on les a d'utiliser et sur la façon dont on a de travailler. C'est ce qu'on appelle maintenant, il y a plein de termes pour ça, CRM, sécurité des vols et tout. Et c'est vrai qu'on a énormément progressé. À une époque, ils se faisaient un petit peu tout, n'importe quoi. C'était l'aviation, pas de papa ou papy, mais et encore, c'était moins n'importe quoi qu'avant. Mais il n'y avait pas forcément de limites comme maintenant, etc. Et donc là, ça a été bien cadré à cause de tous ces accidents, etc. Donc maintenant, le risque zéro n'existe pas, hein, malheureusement, on l'a vu. Mais c'est le côté risque, il est quand même bien diminué par rapport à il y a 30 ans, 40 ans en arrière. Les trackers, c'est vrai, ou les Canadair, dans les années 80, il y en a eu beaucoup à tomber. Alors pourquoi? Je ne sais pas toutes les enquêtes, il y a tout un tas de choses. Et il y en a de moins en moins à tomber, Dieu merci. Ça ne veut pas dire que demain ou après-demain, ou dans 6 mois, dans un an, il n'y en a pas un Canadair, un truc qui va pas tomber. Malheureusement, c'est le risque inhérent au métier, à l'aviation. C'est comme en Formule 1. Formule 1, à l'époque, il y a qu'à se rappeler l'époque de Senna et tout ça, il y avait des crashs tout le temps, il y avait plein de morts. Maintenant, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont amélioré la sécurité sur les voitures, mais ils ont aussi amélioré la façon de travailler ou limité la façon de travailler. C'est-à-dire que les moteurs sont plus les mêmes, ils ont limité les moteurs, ils ont limité etc. pour que il y ait moins de risque de crash. Alors d'un côté, maintenant, là-dessus, ça enlève le spectacle. Mais, bon, c'est un sport. C'est clair, c'est pas un sport. Ouais. Mais c'est toute proportion gardée,
on s'aperçoit que tout va maintenant dans les systèmes de sécurité, dans l'aviation, dans le sport automobile, etc. etc. Ouais, ça évolue. Ça évolue. Et ça évolue dans le bon sens, au niveau ouais. sécurité. Voilà. Après, nous, l'efficacité reste la même. C'est simplement sur la structure, sur la façon de travailler, sur les limitations qu'on se donne, sur tout un tas de choses comme ça qui font que le risque, je sais pas, il était, je veux dire, des chiffres au hasard, il était à 80 dans les années 80, maintenant il est à 30. Par exemple, hein, c'est des chiffres en bateau que je donne. Hein. Mais c'est pour donner l'évolution et l'évolution de la façon de travailler, toujours dans la même optique, et c'est le rapport efficacité-sécurité. On doit être efficace, mais en plus sécurité. Ouais, d'accord. Ouais. On doit plus, si on s'aperçoit que ça sert à rien, si on s'aperçoit que c'est trop dangereux, etc., non, on n'y va plus. Prenez pas de risque, ouais. C'est tout, ça sert à rien. Ouais. Si on voit qu'on balance le retardant, comme je l'ai vu des fois, j'ai vu une fois, j'ai mon leader qui a largué le retardant, j'ai vu le retardant qui est descendu, qui est passé sur l'avion, au-dessus de l'avion, qui est parti. Il y a un petit problème là. Je dis, on va plus revenir. Hein. Je ne pas que le retardant il vole encore. Donc, il va plus haut que l'avion. Donc c'est pour ça. Ouais, c'est normal. Ouais. C'est normal que ça évolue dans le bon sens. Hein. Ce que je propose, c'est qu'on retourne au secteur. Hein, on en rediscute un petit peu et après on voit comment on s'organise avec les pilotes qui est là, comment on va dire aux avions. Pas de soucis. Hein. Moi j'avais une dernière question. Ouais. On parle de largage. Il n'y a rien là? S'il y a un problème où il n'y a pas de largage comme dans les avions de siège éjectable. Ah non, il n'y a pas de siège éjectable. Il n'y a pas de siège éjectable. Alors c'est pas des avions qui sont faits pour avoir des sièges éjectables. Quand il y a un souci, on est. C'est ça. Et voilà, c'est sûr qu'il y aurait des sièges éjectables. Peut-être que Franck, je sais pas, hein, j'en sais rien. Mais c'est des avions qui peuvent pas être équipés. Tous les avions peuvent pas être équipés de sièges éjectables. Déjà de par la structure, etc. Parce qu'un siège éjectable, il faut déjà le siège, il faut tout ce qui est, etc. Et il faut que la structure au-dessus, avec fragilisation de verrière pour que ça s'ouvre. Et en plus, comme on vole en très très basse altitude, c'est vrai que l'efficacité du siège, il faut que des sièges hyper performants. C'est ce qu'il y a maintenant dans l'aviation de chasse, c'est ce qu'on appelle les 0-0. C'est-à-dire qu'à la limite, là au sol, le siège il part, il va partir suffisamment haut, le parachute va s'ouvrir très très vite. C'est bien que le pilote va reposer par terre, mais le parachute. À l'époque, moi, quand j'étais sur Jaguar, il fallait avoir une certaine vitesse pour que le parachute ait le temps de s'ouvrir, etc. Si par exemple le siège partait très près du sol, le parachute n'avait pas le temps de s'ouvrir. Donc ça aussi, ça a été de la progression technique de sécurité des pilotes. Mais sur les avions bombardiers, il n'y a pas. C'est marrant, c'est un avion de guerre là-bas. Ah, c'est marrant de se dire ça. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Parce que bon, quand c'est la guerre, ok, il y a le largage. Enfin, je dis largage, je sais pas mon terme. C'est éjectable. Et c'est vrai que là-bas, il n'y a pas raison. Mais vu que c'est un ancien. Ouais, c'est ça. Mais même sur les nouveaux, hein, quand on construit un Canadair, quand on construit un Dash, ça part d'un avion de ligne. Le Dash là-bas, c'est un avion de ligne au départ. Hein, donc il est sur les petites liaisons. Mais le Canadair qui est spécifique bombardé, etc., il n'y a pas de siège éjectable. Il n'y a pas. Non, il n'y a pas. C'est pas prévu. Ok. Allez, bon, on va redescendre. Nef à la tête, parce que là, en général, on se cogne. Ouais, bah oui, là, parce que. Mais nous, ça va, on est petits donc. Oui, mais même moi, ça m'arrive de temps en temps, parce qu'il suffit de se lever. Et puis ça fait mal. Pour sortir, voilà, tu fais l'inverse. Voilà, tu tournes un peu dans l'autre sens. Non, pas dans l'autre sens. Là, à droite, à gauche. Non, un truc. Pareil, tu te mets sur les pièces noires. Voilà. Alors, fais gaffe au vent. C'est bon, Vincent? Donc, comme ça, tu vas comme moi. Ouais. Voilà. Et par rapport à un VAP, c'est aussi rustique, c'est la même odeur en plus. C'était ma question. Ah, c'est ça, d'accord. Sur toute la longueur. Ok. Choisis dans l'avion. Soit les 4,
soit une, soit deux. Voilà, c'est à nous de choisir. Ouais. Ou Donc- que deux, etc. Donc une, ça fait combien? 700 Ouais, tu comptes 3 tonnes 3, tu divises par 4, ça fait Ouais. dans les 800, 800, hein. 800 kilos quoi. Donc c'est là par une porte. Donc ça, si on largue qu'une soute sur un feu, c'est vraiment que c'est le petit feu. D'accord. En général, on largue ce qu'on appelle du 2 et 2. Enfin, soit deux tout court. La doublette. Donc ouais, ça d'accord. fait du 1500, du 1600 kilos à peu près, 6, en fonction de la taille du feu. Et souvent, quand on attaque un feu, on fait ce qu'on appelle du 2+2, ça fait à peu près 100 mètres sur 40 mètres. Là on fait pam pam, et là sur Ah ouais, les deux d'accord. sauts sortent, poum poum, comme ça. Pour d'accord. Et après, on vous expliquera, toi sur la tête, c'est bon. Ça coupe un peu ça. Bah, ça on peut se faire très mal.